J'ai commencé par les produits cosmétiques. Et après les produits cosmétiques, j'ai vu que dans le marché, les produits cosmétiques ne sortaient pas trop. J'ai ajouté encore des mèches. En tout cas, il y a eu des difficultés. Et un peu. Aujourd'hui, je me retrouve avec des chaussures. C'est un peu ça. J'ai commencé à partir de rien puisque c'est ma belle-sœur qui m'a aidé, m'a donné un peu d'argent. Puisque le prix d'un sac de farine fait 17 500. Plus l'huile fait 20 000 francs. Les bidons d'huile fait 20 000 francs, les bidons de 20 litres. Voilà, donc j'ai commencé avec près de 35 000. Bon, avant les fêtes, par la grâce de Dieu, j'ai eu à mettre 75 000 à côté. Je faisais la colonnerie au départ. À force d'épargner un peu, bon, j'ai essayé de développer un autre commerce où j'ai mis une vente de chaussures. On a trouvé qu'un vente de chaussures, au moins, ça au moins maîtrise un peu le domaine. Donc, je me suis engagé dans la vente de chaussures. J'ai laissé la colonnerie, je me suis engagé dans la vente de chaussures. Mais au fur et à mesure que j'épargne, j'essaie de renforcer un peu le commerce un peu. On a un gars qui passe des microfinances, qui passe, bon, pas une petite banque qui passe chaque jour. Normalement, le début, on lui donnait 10 000 francs, on signait 10 000 francs par jour. Quand on lui donnait, chaque jour, il passait prendre 10 000 francs, chaque jour, il passe prendre 10 000 francs. Et ce qui nous reste à la fin du mois, on utilise pour faire les achats. Je suis allée pour aller faire renseignement dans une banque. Donc, on m'a dit d'envoyer papier de cours, un papier de saut de CIA, CUE. Donc, ça fait que, comme moi, je n'ai pas eu ce papier, donc je n'ai pas eu le courage pour aller. Ça me tente de prendre les prêts, mais les procédures sont tellement difficiles. En tout cas, je n'ai pas eu le courage d'aller à la banque, puisqu'on me parle, on me dit déjà que c'est difficile. Il faut envoyer des papiers, les papiers de cours, quoi. Donc j'entends tout ça, donc je n'ai pas eu le courage. Ben voilà, vous êtes de retour dans votre matinale et Maurice Koué, expert en promotion du secteur privé, est avec nous pour parler du modèle de richesse d'Ioula. Quel enseignement, bonjour monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, bonne année. Merci, à vous aussi. Alors, qu'est-ce que le modèle d'Ioula? Merci. Le modèle d'Ioula, c'est un concept, c'est un esprit, un comportement. Ce n'est pas le malinqué, l'ethnie malinqué. Dans tous les cas, le modèle d'Ioula, c'est transethnique. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le modèle d'Ioula, on vise d'abord le commerce. Il y a l'esprit d'entreprise, l'esprit, le goût du risque. Et la plupart des adeptes de ce modèle-là sont souvent ceux-là même qui initient, qui font du commerce et qui prennent des risques, essentiellement. Donc c'est un concept, c'est un comportement, c'est un esprit commercial, si vous voulez, qui est derrière. Bien sûr, l'origine, c'est les malinqués qui sont, par définition, plus nombreux que les autres adeptes. Mais il reste qu'il n'y a pas que les malinqués. Il y a tout autre Ivoirien qui manifeste le goût de prendre, enfin, le goût des risques, qui, ma foi, sont là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je parle là-dedans aussi des Nziga qui n'est pas malinqué. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de ce modèle? On va entrer encore un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui fait sa particularité et en quoi ce modèle-là peut tirer donc, notre économie vers le haut? Oui, d'abord, il faut connaître d'abord les principes. Les adeptes du modèle d'Ioula ne cherchent pas un emploi, ils créent leur emploi. Super. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et au moment où nous assistons à un taux de chômage très, très élevé, à un taux de pauvreté, retenez qu'il y a au moins un Ivoirien sur deux qui est pauvre. Et la pauvreté, ce n'est que la résultante un peu du fait qu'on est trop longtemps resté chômeur. Alors, évidemment, quand on a ce genre de situation, il faut que tout le monde s'imprègne, il faut que tout le monde s'implique dans la création des richesses. D'accord. Et ce n'est pas seulement dans le salariat, non. Il faut que chacun prenne le risque de créer son entreprise, quel que soit le niveau et la taille. Alors, on se rend compte que ceux qui évoluent, selon le modèle d'Ioula, évoluent très souvent dans l'informel. Est-ce que cela ne nuit pas à l'économie d'une nation? Pas du tout. D'abord, c'est le point de départ, c'est une pépinière. La plupart des grands millionnaires de Côte d'Ivoire, les vrais, j'entends, sont partis du secteur informel et ils ont évolué graduellement vers... Quand vous dites les vrais? Oui, parce que ceux-là, ils sont partis de rien. Ça dit qu'il y a des faux milliardaires en Côte d'Ivoire? Non, pas forcément, mais je veux dire que les vrais millionnaires, nous, dans notre langage, c'est des gens qui ont commencé par initier des petites activités qui sont partis de rien et qui ont évolué graduellement.
Ils ont respecté les principes de création. La provenance réelle de la richesse. Voilà, je ne veux pas aller trop dans les considérations. Oui, mais ça ne me dérange pas. Je peux tout développer. Mais ce qui est certain, c'est que ce que nous appelons, nous, les vrais millionnaires, c'est ceux-là qui sont partis de rien à partir des principes de base et qui ont évolué et qui ont réussi à maîtriser ce processus-là qui est très long et qui est très, très difficile. Ils sont passés par les paradis fiscaux. OK, donc ouais, c'est très important. Donc c'est très important. Donc quand vous parlez du côté informel qui constitue une pépinière, donc vous cautionnez l'informel? D'abord, de quel droit devons-nous considérer que c'est une activité est informelle? Non, d'abord, c'est une façon de penser qui n'est pas qui est même péjorative. Parce que le secteur informel nourrit au moins plus d'1 million d'individus tous les jours. Oui, mais il n'y a pas de traçabilité. Parfois, généralement, moi je suis d'accord avec le fait que c'est des personnes qui créent de l'emploi, la richesse, mais des fois, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de lisibilité. Donc c'est logique pour une nation, un pays qui veut se développer, d'avoir vraiment des indices clairs, fiables. Donc vous êtes du corps, vous savez que c'est très important. L'informel, il faut que ce soit organisé quand même. Oui, mais il n'appartient pas. Eux, ils sont organisés en tant qu'entrepreneurs. Dans leur désordre? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, leur but, c'est de pouvoir exploiter bien, créer des richesses. Mais il appartient à l'État de l'organiser comme il faut. Non, là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est eux, dans leur activité, ils sont bien organisés. Maintenant, si l'État les laisse dans leur état, c'est difficile. Mais en réalité, on peut créer des incubateurs, des pépinières, des villages où on peut les regrouper pour essayer de les retracer, pour qu'on les aide à s'organiser et ensuite, maintenant, essayer d'en tirer le maximum de profits fiscaux. Et justement, vous avez parlé d'organisation interne. Il y a également la solidarité. On constate que ce sont des personnes qui sont très solidaires entre elles. La solidarité est une des cultures de base que les gens exploitent. D'ailleurs, quand il dit modèle Gula, vous aurez seulement l'occasion de le dire, mais le modèle Gula est parti d'une observation. Parce que la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays africains colonisés, on a connu une double colonisation. La première, elle était politique, ça, nous avons réussi à s'en sortir. Mais la deuxième, qui a commencé en 1960, très souvent a été le fruit de plusieurs personnes qui venaient d'ailleurs et qui sont venues développer des filières entières, des secteurs entiers. Et c'est le modèle Gula, où les adeptes ont réussi à observer patiemment pourquoi ces gens-là qui sont venus d'ailleurs, qui n'ont pas plus de diplôme que nous, ont réussi à maîtriser des filières entières. Vous allez seulement voir, par exemple, les Nigériens, les Haoussa, tout ce monde-là, ils ont réussi à maîtriser des filières. J'entends par là les tôles, le domaine des tôles, des bois et autres que tout le monde connaît, la kéké. Les Mauritaniens avec leurs boutiques. Les Libanais, les Syriens à l'époque. Oui, mais les Libanais, c'est même la communauté la plus organisée, la plus importante, qui détient près de 50% de l'économie ivoirienne. Mais il faut que les Ivoiriens, et c'est le message que je veux faire passer surtout, il faut que les Ivoiriens profitent de leur expérience, de leur savoir-faire, pour essayer de faire comme eux. Pas pour les chasser, mais c'est vrai, ils sont très puissants, ils sont organisés, ils sont soutenus par des mannes financières, d'accord. Mais nous pouvons les observer, regarder comment ils s'arrangent pour réussir, de quoi dépend leur réussite. Malheureusement, ils ont des chambres de commerce auxquelles les Ivoiriens n'ont pas toujours accès. C'est ça qui est dommage. Mais en fait, le dire, je l'ai écrit pour que... Soit dit en passant. Oui, soit dit en passant. Mais j'avoue, je le dis quelque part, hein, je dis quand les Ivoiriens espèrent, les Français désespèrent et les Chinois et les Libanais prospèrent. Mais alors, quel est leur secret? Il faut que les Ivoiriens, diplômés ou pas, s'inspirent de leur connaissance, de leur savoir-faire. Justement, on va essayer de raisonner par l'absurde, hein, vite fait. Alors, vous êtes ministre de l'économie. Comment vous intégrez... Oui, pour moins 2 heures de temps. Comment vous intégrez ce modèle-là de richesse du lac? Comment vous faites en sorte qu'il puisse profiter, ce modèle-là, à l'économie et aux Ivoiriens tout court? Bon, c'est une question de programme politique. Hein. Il y a un fait qui est là, c'est que les adeptes du modèle Gula réussissent. Et ils ont quand même réussi à dominer en observant les autres, en copiant quelque peu sur eux. Ils ont quand même réussi à créer leurs filières qui sont devenus des remparts. Ils sont solidaires. Ils ont le goût de risque, ils ont le goût de l'épargne, le goût du travail, la persévérance, et le sens de la solidarité familiale et même coopérative. Ce qui n'est pas le cas des autres. Justement. Et également, on se rend compte que ceux qui prospèrent dans les activités calquées sur le modèle d'Ivola, notamment Nzikan, dans le transport, les femmes gourous, les différents marchés globaux, on se rend compte que ces personnes-là ne sont pas allées loin dans les études. Merci.
est-ce à dire que les diplômes sont inutiles? Parce qu'on se rend compte que plus on est diplômé, on n'a pas les mêmes accès que ceux qui sont moins diplômés. Merci pour la question, parce que c'est l'un des messages forts que je vais faire passer à travers le livre. Le diplôme, c'est un atout, mais ça ne nourrit pas son homme. Bon, donc, il faut, ça donne des chances d'aller plus loin, d'être critique, mais ce n'est pas de ça qu'on vit. Il y a des gens qui sont docteurs, qui ont des diplômes post-doctoraux, et qui, ma foi, sont aussi pauvres, comme vous et moi. Le problème, c'est que ça ne donne pas son pain, et comme ça ne donne pas le pain, si tu ne bouges pas, tu n'auras rien. La preuve, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par là pour créer de la richesse. Or, c'est la richesse qui combat la pauvreté. Je prends donc quelques exemples. Yacouba Sylla, je veux dire, tous ceux qui sont Nzikan et compagnie, et tous les modèles, les Fosso, les Kanazo et autres, sont partis de rien avec leur commerce. Ils ont réussi à créer leur emploi et à être vraiment des multimilliardaires. Le modèle Dioula également assez petit, notamment des filles comme le marché Gouraud. Et elles ont réussi, ne sachant même pas lire et écrire, à percer le mystère de la création d'entreprise et à être vraiment des modèles là-dedans. Et c'est de ça aussi que je parle dans le livre. Et quand on parle d'informel, le modèle Dioula n'est pas condamné à l'informel parce qu'on voit qu'il y a un développement qui s'opère, notamment au niveau des filières. Dans le livre à la page 154, par exemple, parler des filières d'intervention des adeptes du modèle Dioula. On a le transport en commun, la mécanique, l'immobilier, la formation professionnelle, la cola, les stations d'essence, les banques et microfinances, mais il y a de nouvelles filières, de nouveaux horizons qui sont abordés, apportés par le modèle Dioula. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas la maîtrise de l'argent. Or, quand tu ne maîtrises pas l'argent tu maîtrises. C'est un domaine où on apprend à transiger avec l'argent, à développer des cohabitations plus, je dirais, hygiéniques avec l'argent. Avec le modèle Dioula, est-ce que l'argent circule? Bien sûr, ça circule, parce qu'il faut bien quand même qu'il s'approvisionne et qu'il vendent. Ah, d'accord. Il y a des gens qui les payent. Ça fait partie de... bien sûr, donc c'est tout ça. C'est vraiment des entreprises, quelle que soit leur taille, mais c'est des véritables entreprises. Si le président Ouattara devait inviter tous les entrepreneurs, ils seraient là, parce qu'eux aussi, ils créent, ils vivent de leur art. Justement, alors... on va parler du modèle Dioula et des diplômés. On se rend compte qu'il y a beaucoup de diplômés qui chôment. Comment on pourrait utiliser le modèle Dioula pour permettre aux jeunes diplômés de s'insérer dans le tissu social? Merci. Le modèle Dioula se repose sur au moins un certain nombre de valeurs qui sont fortes, notamment la culture d'épargne. D'accord. Tu ne peux pas créer une entreprise si tu ne fais pas toi-même de l'effort. Parce que si tu n'épargnes pas, tu ne peux pas, ici, répondre aux conditionnalités que posent la plupart des bailleurs de fonds. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas vivre de l'argent, tu vas pouvoir le dépenser sans crier gare, parce que ça ne t'appartient pas, donc tu peux le dilapider sans problème. Donc la culture d'épargne, la culture de solidarité, la persévérance, la volonté, oui, tout ça c'est des valeurs, la persévérance notamment, et j'en passe, le goût du risque. Si les jeunes gens devaient avoir à bénéficier de ces principes de base, de ces valeurs de base, alors c'est ceux-là qui pourraient être des gens qui pourraient continuer facilement. C'est cette œuvre que les adeptes du modèle Dioula, qui sont la plupart du temps analphabètes, c'est ceux-là qui pourraient donc continuer à perpétuer un peu cette culture-là, à mon avis, qui est l'unique, qui est le modèle le plus vendable en Côte d'Ivoire, et qui est pratiquement au même titre que les Bamileke et autres. Chaque pays a son modèle. Absolument. Nous, on a le nôtre. Alors, il faut pouvoir le promouvoir, il faut essayer de le développer. Monsieur Koué, il a beau être un modèle que vous appréciez, qui est très actif, mais il a, comme tout modèle, ses insuffisances. Ah, bien sûr. Quelles sont les insuffisances du modèle Dioula? Heureusement, ça nous permet d'avancer, de perfectionner la chose. Les insuffisances, c'est que c'est devenu très clanique. Voilà. C'est encore localisé dans des endroits, mais enfin, il faut avoir un certain esprit de dépassement. C'est un peu en vase clos? C'est un vase clos, ça se repose sur le côté familial. Et donc, il faut retenir l'esprit, mais il ne faut pas... il faut peut-être évacuer quelque peu aller au-delà des différences. Voilà. Je m'excuse si c'est le bon, mais je ne veux pas trop aller dans les détails. Mais vous allez seulement trouver ça dans le livre. Mais il faut, à mon avis, retenir les valeurs les plus prometteuses qui nous permettent vraiment d'évoluer et sur lesquelles l'État peut se reposer pour essayer de développer
et de former les autres qui ont un minimum de profil. La plupart des diplômés dont vous parlez, ceux-là, ils ont déjà le diplôme. Donc c'était un tout, comme je le disais tout à l'heure. Mais il faut maintenant leur donner ce qui leur manque, qui a fait que le modèle Dioula est devenu un repère assez important. Donc il faut donc, encore une fois, j'insiste, la culture, l'esprit d'entreprise, l'organisation, la persévérance. Et tout ça, ça s'apprend. Et à mon avis, bon, nous, on a un cabinet où on fait tout ça. Parce que développer un esprit d'entreprise, c'est important. Et beaucoup de pays où, en tout cas, j'ai vécu notamment au Québec, au Canada, ils sont passés par là. Au début, leur économie était dominée par les autres, par les anglo-saxons. Aujourd'hui, ils ont réussi à maîtriser les rouages de leur économie. Ils ont réussi à insérer la plupart des nationaux, sans problème. Donc, en fait, je pense que c'est important que l'État prenne ça en charge pour essayer de faire avancer ce modèle-là en essayant d'utiliser les valeurs les plus intrinsèques. En attendant que l'État prenne ça en charge, quels conseils pourriez-vous donner à ceux qui nous regardent là, afin qu'ils puissent avoir le goût du risque? Parce que ce n'est pas évident quand on fait des calculs, quand on voit tous les problèmes, la cherté de la vie et tout ça. Comment se donner les armes pour avoir le goût du risque? Oh, il y a un biaba. Hein. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Si vous avez identifié votre idée à partir d'un besoin précis, vous pouvez vous organiser en faisant un planning. Et le premier point de planning, c'est d'abord d'arriver en attendant de réaliser votre projet, d'arriver à épargner. Donc, avoir une certaine discipline financière dans votre propre entreprise, dans la première entreprise, comme on l'appelle souvent, la famille. Et quand vous avez réussi à épargner régulièrement un certain 10% de ce que vous gagnez, vous êtes en mesure de remplir votre grenier, duquel vous allez prélever l'apport sur lequel se baseront les bailleurs de fonds pour créer votre entreprise. On ne vous donne jamais l'argent si vous-même vous n'avez pas fait le premier effort. Donc tout commence par là. Mais ne perdez pas de vue votre projet. Et ça se construit, je parle, c'est bourré d'embûches. Et si vous ne vous y impliquez pas suffisamment, évidemment, personne ne vous aidera. Et en même temps, il y a la formation, tout ça, en cours de route, bien entendu. Monsieur Koué, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, dites-nous, comment freiner la domination économique étrangère? Est-ce que le modèle Dioula est la bouée de sauvetage de l'économie? Oui, j'ai parlé même de rempart. Ce rempart-là vient du fait que si jamais, avant que le modèle Dioula ne s'exprime de façon plus claire, notre économie était largement dominée, toutes les filières étaient dominées, de haut en bas. Avec le modèle Dioula, on a réussi à protéger un certain nombre de secteurs, de filières. Sans tomber dans le protectionnisme. Et c'est justement ça qui nous a évité un genre de noyade collective. Sans tomber dans le protectionnisme. Sans tomber dans le protectionnisme. Mais il y a tellement de besoins, il y a tellement de places en Côte d'Ivoire qu'il faut inciter les jeunes gens à s'insérer en se basant sur les réussites ou bien les valeurs des gens qui viennent, de nos confrères qui viennent, bien conseils qui viennent d'extérieur. Mais je pense que c'est important. C'est important parce que si la plupart des femmes en ago viennent et ils ont maîtrisé un petit secteur au niveau de l'entrepreneuriat féminin, où on compte à peine 15% d'entrepreneurs féminins, si ces femmes-là ont réussi à maîtriser un certain nombre de secteurs et à s'installer, à se faire respecter, pourquoi pas nous? Nous qui maîtrisons l'environnement, nous qui maîtrisons tous les rouages et qui connaissons bien les us et coutumes. Je pense que c'est important que chacun de nous s'implique. Et donc, voilà un peu une façon de se protéger. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est plutôt, il y a de la place, suffisamment de la place pour essayer de s'impliquer. Donc, à nous, c'est une question de volonté. Si nous voulons, nous pouvons le faire. Vous parlez de place. C'est bon, on attend. Alors, vous parlez de place et vous avez fait une étude préalable. Quels sont les secteurs d'activité porteurs ici en Côte d'Ivoire? Il y en a plein. Si aux États-Unis ou ailleurs, dans le pays développé, on crée encore des entreprises, beaucoup meurent. Hein. Beaucoup même ne dépassent même pas le cadre de la couche. Mais ça ne les empêche pas de continuer à créer. Si dans ces pays développés, eux, ils continuent de créer, pourquoi pas chez nous, où il n'y a pratiquement pas grand-chose. D'ailleurs, les Blancs viennent ici, or nous on fuit pour aller chez eux. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse un effort pour essayer de créer chez nous, parce qu'il y a encore énormément de besoins. Il suffit juste de réfléchir. Même si vous n'avez pas d'idée, mais il y a des cabinets, il y a des experts qui peuvent vous aider à trouver des idées. Et même à partir des idées qui existent, on peut encore les amplifier, les développer. Donc je pense qu'il n'y a pas de limite à ce niveau.
La reconnaissance de ce modèle de conception. Il y a la place. La reconnaissance de ce modèle de conception locale qui mérite ses lettres de noblesse augmentera son audience et facilitera, nous en sommes convaincus, l'insertion des jeunes dans le tissu économique. Et quand on sait que les jeunes constituent l'épine dorsale de toute politique économique, il y a de belles promesses, il y a de l'espoir. Le modèle Dioula est un modèle à parfaire, à prendre en compte pour le bien-être de notre économie. Qu'est-ce qui reste encore? Soit dit en passant, il y a le bois qui nous échappe, il y a le garba, il y a la quincaillerie. Le transport. Il y a le transport. Bon, qu'est-ce qui reste encore? Beaucoup de choses restent encore. Oui, beaucoup. En fait, même à partir de ce qu'ils ont créé, comme la plupart de nos jeunes Ivoiriens sont des diplômés, ils ont la capacité de réfléchir et de trouver des passerelles qui ne sont pas encore exploitées. Je prends juste un exemple au niveau avec les Britanniens. Ils se sont confinés dans les petites boutiques. Les Libanais sont en haut et ils sont en bas. Mais il y a un vide. Au milieu. Il y a un vide au milieu. Or, l'Ivoirien aime bien aller en vacances. L'Ivoirien aime bien faire sa sieste. Alors, évidemment, dans une petite boutique où il y a la place pour une personne, tu peux pas, il faut être là tous les jours, comme les Britanniens. Donc, on peut facilement créer une espèce de passerelle, notamment avec les supérettes, pour que les Ivoiriens qui aiment bien dormir, qui aiment bien faire des vacances, prennent au moins 2 ou 3 employés qui puissent les aider. Pendant ce temps, par exemple, qu'ils dorment, les autres seront là. Donc, en fait, il y a encore de la place. Pourvu que nous, on comprenne très bien la structure de l'économie ivoirienne et qu'on essaie de faire en sorte que nous puissions exploiter ce qui existe, ou bien davantage exploiter, ou bien même exploiter ce qui n'existe pas encore. Le modèle Dioula, mesdames et messieurs. Je conclue une chose. Oui, pour dire que, 30 secondes. Ce livre-là peut prêter à l'interprétation quand on dit, oui, mais c'est pour chasser les gens. Ce n'est pas pour les chasser. Les gens sont là, ceux qui sont venus sont là parce que nous avons, parce qu'il y a un besoin. Ce n'est pas pour les chasser. Il y a énormément de besoins. Il suffit juste de faire comme eux et puis de tirer des leçons pour que davantage nous puissions nous insérer dans le tissu économique ivoirien. Merci beaucoup à vous, M. Maurice Koué. Merci aussi pour les cours que vous donnez, qui sont très, très enrichissants. On a eu l'occasion donc de le constater. Vous êtes à Matin Bonheur, exceptionnellement aujourd'hui, Nessie. On va aller directement et finir cette émission, la première de la semaine, avec l'instant vérité. Gabriel Zani, de retour du Libéria, après avoir couvert, bien sûr, les élections et la victoire de Mr. George Weah Oppong. Cette fois, s'attaque à un autre défi. Donc, qu'est-ce qui se passe à la Fédération ivoirienne de football? Restez avec nous jusqu'à 7h30. Instant vérité, exceptionnellement, pour finir ce premier rendez-vous. Merci, on se retrouve demain. Mais avant, instant vérité, c'est parti.